Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette première webconférence du mois dédié au cancer du poumon, Novembre Perle. Et donc, ce soir, on est heureuse, Laure et moi, d'accueillir deux médecins de Strasbourg, enfin deux docteurs de Strasbourg, avec un format un peu particulier, puisqu'on a une pharmacienne et un pneumo-oncologue. Donc, bonsoir, docteur Ménessier, vous êtes pneumo-oncologue au CHU de Strasbourg, et docteur Dory, bonsoir, donc vous êtes pharmacienne au CHRU de Strasbourg également. Donc, on est ravis parce qu'on va commencer donc cette première webconférence sur le thème des cancers métastatiques, en voyant les innovations déjà en place aujourd'hui pour la qui ont amené à une vraie personnalisation des traitements, et puis certaines perspectives. Et puis cette personnalisation des traitements a aussi amené à une personnalisation des suivis que nous allons avoir l'occasion de voir avec le docteur Dory. Donc bonsoir à toutes et tous, et je laisse la parole à Laure. Alors bonsoir, moi je suis absolument ravie de vous accueillir ce soir. On est heureux aussi avec l'équipe de Mon Réseau Cancer du Poumon, et je salue tout particulièrement Mickaël et Leslie, les co-animateurs de ce réseau, parce que d'année en année, on parle de plus en plus du cancer du poumon. Et en fait, collectivement, il faut vraiment qu'on se bouge pour changer les choses. C'est un cancer qui est encore très méconnu alors qu'il touche beaucoup de monde, beaucoup de patients, beaucoup de familles, beaucoup de proches. Et on peut faire beaucoup de progrès, à la fois dans la prévention, bien sûr, un dépistage plus précoce, un diagnostic plus précoce, en tout cas. On en reparlera dans les jours qui vont venir et dans d'autres webconférences. Et puis, on fait des progrès considérables dans la prise en charge des patients, dans les traitements. Donc, il y a les médicaments, mais pas que. Il y a aussi la chirurgie, les accompagnements, les soins de support. Donc, pendant ce mois de novembre, on va en parler régulièrement. On est aussi fiers de vous dire que le réseau a participé à la fois à une grande campagne européenne avec Lung Cancer Europe, que vous pouvez suivre notamment sur les différents réseaux sociaux, et avec un certain nombre de partenaires. Il y a plus de 6 campagnes, donc vous pourrez peut-être retrouver sur certains affichages, sur certaines radios, sur les réseaux sociaux, dans des hôpitaux, des événements aussi dans vos centres de soins. Donc n'hésitez pas à y participer, parce que c'est vraiment important qu'on s'occupe beaucoup plus de ces cancers du poumon et des personnes qui sont touchées par ces maladies. Voilà, donc docteur Ménessier, on se connaît bien, Anne Dory, on se connaît bien aussi, puisqu'en fait, on fait beaucoup de choses avec les équipes donc de Strasbourg depuis plusieurs années. Et donc, on est ravis à la fois donc de vous donner la parole pour ce point sur les innovations thérapeutiques, donc pour les cancers du poumon métastatiques. On parlera uniquement de ces situations, puisque la semaine prochaine, lundi prochain, on parlera des cancers du poumon localisés. Et puis après, donc, on donnera la parole à Anne Dory, pharmacien hospitalier. Ce sont des postes qu'on connaît parfois un peu moins. Donc, on va découvrir tout ça ce soir. Donc, bienvenue à vous. Et petit rappel, vous posez vos questions, s'il vous plaît, dans l'onglet questions. Et puis, dans le chat, c'est plutôt pour interagir, partager telle ou telle chose. Voilà. Et bienvenue à vous tous de toute la France et d'ailleurs. Donc, Bertrand Ménessier, à vous la parole. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré d'avoir été sollicité par Laure et Oriane pour vous parler un petit peu de l'état des lieux en oncologie thoracique, et puis des perspectives, des avancées thérapeutiques et des différentes étapes dans lesquelles on peut se trouver par rapport aux différentes classes médicamenteuses. Donc voici mes liens d'intérêt. Mais vous verrez que je ne vais pas vous parler de médicaments en particulier, mais plutôt de classes médicamenteuses. Et donc, je suis particulièrement séduit par la démarche de Laure et d'Oriane, parce que vous savez que l'évolution de la prise en charge de ces dernières années s'est faite vers un partenariat de soins que les médecins recherchent également avec leurs patients. Et donc, ces campagnes d'information qui touchent le plus grand nombre sont, à mon sens, extrêmement importantes pour faire évoluer un petit peu la relation du médecin avec son patient et permettre une meilleure compréhension, un meilleur partage des décisions thérapeutiques, et puis une gestion également à la fois du choix du médicament, mais également des profils de tolérance. Et donc, toutes ces discussions vont être enrichies par tout ce que l'on peut faire passer comme information le plus vastement possible.
Et donc, vous avez peut-être suivi, ou pas d'ailleurs, l'évolution un petit peu de ces 20 dernières années en oncologie thoracique. Laure nous le disait, il y a de plus en plus de cancers bronchiques, il y a de plus en plus de cancers qui concernent des patients non-fumeurs. Et on a assisté au cours des 20 dernières années à plusieurs grandes étapes dans la prise en charge de nos patients. Et la première a été la mise à disposition de ce que Oriane a cité tout à l'heure, les thérapies ciblées, qui sont vraiment le stade ultime de la personnalisation de la médecine et qui sont rendus possibles grâce au progrès finalement de la science fondamentale et l'identification de toutes ces voies de signalisation qui gouvernent la cellule tumorale. Alors, vous savez que les cellules, de façon générale, communiquent les unes avec les autres ou avec leur environnement via des récepteurs sur leur surface. Et lorsqu'il y a des signaux de prolifération, par exemple, l'exemple le plus simple, c'est lorsque l'on a une plaie, eh bien, il y a un signal de prolifération qui va être émis dans l'environnement de cette plaie pour que les cellules de la peau se lancent dans une duplication et une fabrication de cellules de remplacement et viennent colmater cette plaie. Eh bien, toute cette communication se fait via des ligands qui actionnent des récepteurs à la surface de ces cellules pour aller jusqu'au noyau, donner l'information au noyau qu'il doit multiplier son potentiel d'ADN et donner des cellules filles, et ce jusqu'à ce que la plaie soit comblée. Eh bien, c'est la même chose, mais en beaucoup plus complexe dans les cellules tumorales, qui communiquent avec leur environnement via une multitude de récepteurs, qui activent une multitude de voies de signalisation. Et donc, les progrès dans la connaissance de ces voies de signalisation, eh bien, ont permis d'aller identifier quelles étaient les voies qui étaient indispensables à la cellule pour proliférer, celles que l'on pouvait bloquer par des médicaments que l'on pouvait créer de toutes pièces pour aller empêcher cette voie de signalisation de se mettre en route et donc que la cellule n'ait plus l'ordre de proliférer et de donner des cellules filles à l'infini et de lancer des cellules filles dans la circulation sanguine pour donner des métastases, etc. Et donc ceci explique qu'on est passé finalement en quelques années d'une segmentation assez simple des différentes tumeurs qu'on arrivait à différencier simplement sur leurs caractéristiques au microscope, où on voyait que c'était des cellules qui ressemblaient à des cellules glandulaires, et donc on diagnostiquait un adénocarcinome, ça ressemblait plutôt à de la peau, et on disait que c'était plutôt un cancer épidermoïde, et puis lorsque l'on n'arrivait pas à faire la différence entre les deux, on disait que c'était finalement à grande cellule. Et bien maintenant, cette différenciation n'est plus suffisante, et on pousse la différenciation des tumeurs jusqu'à des niveaux extrêmement faibles. Vous voyez qu'on a des anomalies qui représentent 2%, 1% des tumeurs, mais il va falloir les identifier. Et donc, on fait du séquençage d'ADN ou d'ARN pour aller identifier ces anomalies dont on parlait tout à l'heure sur la paroi des cellules, ces récepteurs et ces voies de signalisation. Et donc, tout ceci va nous permettre d'identifier plutôt des groupes de tumeurs qui auront les mêmes caractéristiques, plutôt que de simplement dire ça ressemble à du tissu glandulaire ou du tissu épidermoïde. Mais tout ça explique aussi que ça prend beaucoup plus de temps qu'une simple lame mise sous le microscope. Il va falloir procéder à un séquençage complet de l'ADN tumoral ou de l'ARN tumoral pour aller rechercher ces anomalies de codage. Et donc, ceci prend entre 14 et 21 jours dans la plupart des centres, et ça explique aussi que le démarrage du traitement, même si lorsqu'on est diagnostiqué avec un cancer et que l'on sait qu'on a une forme métastatique de cancer, on a très envie de débuter très vite le traitement et de ne pas laisser la situation continuer à croître. Eh bien, c'est très important d'attendre ces informations-là parce qu'il existe des traitements particulièrement adaptés, mais également parce qu'en cas d'anomalie, d'autres traitements sont beaucoup moins efficaces. Donc, de commencer un traitement rapidement par anticipation sans avoir toutes ces informations-là est très souvent une mauvaise idée. Et on sait qu'on n'a pas les mêmes proportions de mutations chez les patients qui ont été exposés à un tabagisme important par rapport aux patients non fumeurs. Et vous voyez que dans la partie droite de cette diapositive, quand on regarde ce qui se passe dans une tumeur d'un patient qui n'a pas été exposé à du tabac, seul un patient sur 3 n'a pas d'explication à l'apparition de son cancer, et 2 patients sur 3 sont porteurs d'une anomalie moléculaire que l'on peut, dans la plupart des cas, cibler, malheureusement pas toujours, mais dans un grand nombre de cas, on peut la cibler avec des médicaments existants, et donc c'est encore plus important, ça l'est déjà chez les fumeurs, mais ça l'est encore plus chez les non-fumeurs, d'avoir cette segmentation et d'avoir ces résultats de biologie moléculaire avant de prendre une décision thérapeutique.
Alors, comment ça marche pour bloquer ces voies de signalisation? On a plusieurs pistes qui ont été développées. Avec la première d'entre elles, c'est d'aller attraper le ligand avant qu'il vienne activer le récepteur. La seconde, c'est d'aller mettre un leurre au niveau du récepteur pour prendre la place du ligand et l'empêcher d'activer la voie de signalisation. Et puis, il y en a d'autres qui vont bloquer le récepteur dans sa partie intracellulaire, c'est-à-dire on va laisser se produire l'activation à l'extérieur de la cellule, mais on va mettre une molécule qui empêche l'activation dans la cellule. Et puis enfin, la dernière possibilité, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, c'est de tout laisser faire finalement, mais d'aller bloquer la cascade de signalisation plutôt en aval. Donc vous voyez qu'il y a 4 façons différentes de bloquer les voies de signalisation. Soit on utilise l'extérieur de la cellule, soit l'intérieur, voire même la partie transmembranaire de ce récepteur. En tout cas, ça explique qu'il existe des médicaments qui sont donnés par voie orale, qui sont ces petites molécules qui vont venir bloquer à l'intérieur de la cellule, et des médicaments qui sont plutôt donnés par voie intraveineuse, qui sont ces anticorps monoclonaux qui vont soit capter le ligand avant qu'il ait eu le temps d'activer la voie de signalisation, soit aller occuper le récepteur pour ne pas laisser la place au ligand d'activer cette voie de signalisation. Et donc, en pratique, si on regarde un petit peu l'état actuel des possibilités thérapeutiques que l'on a dans les mutations, eh bien, vous voyez que la fréquence des mutations est extrêmement variable, mais que pour un grand nombre d'entre elles, eh bien, des médicaments ont été développés, ce qui représente un grand nombre de patients, bien entendu. On sait malheureusement que très souvent, le blocage de ces voies de signalisation permet de contrôler la maladie, mais pendant un temps qui est variable en fonction des patients, en fonction des médicaments et en fonction du type de mutation dont on parle, et que dans la quasi-totalité des cas, eh bien, la cellule tumorale va trouver un moyen de contourner ce blocage, soit en activant une autre voie de signalisation, soit en modifiant son récepteur pour que le médicament que l'on donne ne puisse plus venir se fixer à l'intérieur. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on développe des médicaments de nouvelle génération qui vont permettre de contourner ces voies de signalisation qui ont été activées ou ces voies de résistance. Et donc, vous voyez, par exemple, pour les mutations EGFR, eh bien qu'on a déjà trois générations différentes. Pour les inhibiteurs d'ALK, également 3 générations, mais encore d'autres médicaments qui sont en train d'arriver. Et donc, à chaque fois, eh bien, lorsqu'il y a un échappement au traitement, eh bien, on va proposer aux patients d'avoir une nouvelle biopsie. Alors, soit une biopsie au niveau tissulaire, au niveau de la lésion elle-même, d'aller prendre un petit morceau pour refaire ce séquençage et pour voir si cette anomalie existe toujours ou s'il y en a une nouvelle qui est apparue qui explique l'échappement thérapeutique. Mais on peut également faire des biopsies liquides qui sont une recherche finalement de petits fragments de cellules tumorales qui sont dans la circulation sanguine pour aller faire ce séquençage sur une simple prise de sang et qui peut permettre d'identifier un mécanisme de résistance. Et donc, vous voyez qu'on a un grand nombre de molécules qui sont parfaitement adaptées à la plupart des patients lorsqu'ils ont une anomalie moléculaire qui a été identifiée. On a complètement changé notre façon de traiter les patients par rapport au début des années 2000, où lorsqu'on avait un patient avec un cancer du poumon, eh bien, on avait quelques molécules de chimiothérapie qui étaient disponibles, et donc on donnait un peu les mêmes molécules à tout le monde, et puis on identifiait les patients bons répondeurs et les patients qui malheureusement ne tiraient pas bénéfice de cette chimiothérapie et qui très souvent avaient même des effets secondaires. Et maintenant, eh bien, on a considéré l'inverse. On identifie d'abord des patients qui ont des cibles actionnables et on propose aux patients le bon médicament pour sa bonne anomalie moléculaire. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette première partie qui concerne les thérapies ciblées. Et donc, je pense qu'on a la place pour quelques minutes de discussion, si vous avez des questions. Voilà, alors il y a plusieurs questions déjà dans la partie, dans l'onglet questions. N'hésitez pas à les compléter. Donc, pour toutes les personnes qui s'intéressent spécifiquement à ces mutations et à ces thérapies ciblées, juste, est-ce que tu peux nous redire par rapport donc au diagnostic initial donc d'un cancer du poumon métastatique, donc ce temps qui peut être quand même assez long, tu disais 14-21 jours pour caractériser. Et est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois si jamais la maladie échappe, on va systématiquement refaire un contrôle, une réanalyse en fait? Est-ce que tu peux redire ça Oui. et pour les personnes qui nous écoutent?
C'est très souvent le séquençage initial qui prend le plus de temps, parce qu'on va balayer très large, en fait. Et on va aller chercher l'existence de toutes ces mutations. Au moment d'un échappement thérapeutique ou d'une progression, en revanche, comme on commence à bien connaître les mécanismes qui permettent aux cellules d'échapper, eh bien, on va rechercher certaines mutations particulières dont on sait qu'elles apparaissent avec une certaine fréquence. Par exemple, la mutation T90M par rapport au TKI de première génération ou la G1202R chez les patients qui ont un réarrangement de ALK, etc. Et donc, une fois qu'on sait ce qu'on recherche, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide parce qu'on peut faire des recherches exactement à l'endroit sur l'ADN qu'on connaît. Et donc, on va regarder à cet endroit-là s'il y a la mutation de résistance ou pas. Donc ça, c'est beaucoup plus rapide. Et tout au départ, il y a tout ce qui est technique du prélèvement, où il faut d'abord que ça passe chez les anapathes qui regardent le type de tumeur, etc., qui font une fixation dans des lames et qui ensuite envoient le prélèvement à la biologie moléculaire. Là, une fois que le diagnostic est déjà connu, donc on peut sauter cette étape de préanalytique et envoyer directement le prélèvement en biologie moléculaire. Donc ça nous permet de gagner encore quelques jours supplémentaires. Et puis il y a un grand nombre de mécanismes d'échappement ou de progression qui sont des mécanismes relativement lents en fait. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lors de la division cellulaire, la division n'est pas toujours complètement comparable et donc une cellule mère peut donner en fait deux cellules filles qui n'ont pas totalement les mêmes caractéristiques parce qu'il y a un petit bout d'ADN qui est parti d'un côté qui va manquer de l'autre. Et donc il peut y avoir comme ça des clones qui développent une résistance tandis que le reste de la maladie est toujours sensible. Et donc très souvent on a largement le temps de faire le diagnostic et de la recherche de cette résistance ou de ce mécanisme d'échappement thérapeutique parce que la majorité de la maladie reste sensible et qu'il y a un clone qui va prendre le dessus à un moment qui, lui, a développé la résistance. Et donc, on a le temps d'aller chercher cette résistance et puis éventuellement de reproposer un nouveau traitement ciblé ou un TKI de la même famille, mais de nouvelle génération, etc. Merci. Alors, toujours sur la thématique des biopsies, on a des questions justement sur les biopsies liquides que tu as évoquées. Alors, est-ce que le délai des 14-21 jours est le même? Est-ce que on a les mêmes tous les mêmes biomarqueurs et comment est-ce qu'elles sont équivalentes et qui oriente en fait? Est-ce que c'est le médecin qui décide? Est-ce que ça dépend du centre? Est-ce que ça dépend du patient qu'on a face à soi? Et cette question est très très longue. Quid des métastases? Voilà. Alors, c'est la grande question qui nous a intéressés depuis très longtemps. Hein. Donc, en fait, les délais sont plus rapides justement par ce gain de temps de préanalytique. En fait, la biopsie liquide correspond à l'identification alors ça peut être dans le sérum, ça peut être dans le liquide céphalorachidien si on a une ponction lombaire, ça peut être dans un épanchement pleural, un épanchement d'acide. Partout où on a du liquide, on peut avoir des cellules tumorales qui vont mourir à cet endroit-là et libérer leur ADN. Et donc, on va analyser un petit peu l'ADN qui surnage. C'est un petit peu difficile de faire la part des choses entre l'ADN tumoral et l'ADN, par exemple, des globules blancs. Et donc, ça, les biologistes connaissent bien maintenant, et donc ils arrivent à identifier ce qui est pathologique et ce qui est normal. La question de savoir si c'est mieux de faire une biopsie liquide qu'une biopsie tissulaire, c'est beaucoup plus simple, c'est moins invasif. Ça évite de refaire des biopsies qui peuvent être douloureuses ou dangereuses, comme une biopsie au niveau du poumon qui peut donner un pneumothorax, etc. Mais effectivement, ça ne donne pas toutes les informations. Parce qu'il y a un certain nombre d'informations qu'on a sur les biopsies tissulaires qu'on ne peut pas avoir sur le liquide. Par exemple, tout ce qui est analyse de fixation d'anticorps, l'immunohistochimie. Et donc, le marquage PDL1, par exemple, dont on peut parler un petit peu après, si vous voulez, parce qu'on va parler d'immunothérapie. Ça, c'est pas faisable sur de l'ADN parce que c'est vraiment un marquage qu'il faut aller identifier à la surface des cellules. Donc là, on analyse que l'ADN qui, lui, est dans les noyaux et donc on n'a pas la paroi des cellules, si vous voulez. Et donc, ces informations-là, on les a pas. Et c'est pour ça que peut-être votre praticien vous proposera plutôt une biopsie tissulaire qu'une biopsie liquide. Mais ça nous arrive très souvent de faire les deux. Parce que l'image, c'est l'ADN tumoral circulant, c'est un petit peu comme si tu analysais les feuilles d'un arbre quand tu secoues, quoi. Et donc, tu as à la fois la tumeur principale et les métastases qui vont donner un petit peu d'ADN tumoral dans le sang. Et donc, même s'il y a une hétérogénéité dans la tumeur ou une résistance à un endroit et pas à un autre, eh bien, tu as plus de chances de l'identifier en faisant de l'ADN tumoral circulant, plutôt que d'aller biopsier une lésion qui, elle, serait restée sensible
alors qu'une métastase ailleurs aurait développé une résistance. Tu vois. Donc là, tu fais une espèce de mixte de tout l'ADN tumoral qui circule et ça te permet de ne pas rater cette résistance. Mais ça nous arrive, nous, très fréquemment, de faire, si les biopsies sont faciles d'accès, de faire la biopsie liquide qui nous donne une réponse plus rapide et la biopsie tissulaire qui nous donne une réponse plus complète mais un peu différée. Alors, je propose qu'on prenne encore une question, puis après, on passera à la suite et on gardera encore un temps de questions à la fin, parce qu'on a, voilà, c'est très, très riche. Il y a une question de Dolly que je trouve très intéressante autour de, finalement, est-ce qu'on commence toujours, par exemple, par une thérapie de première génération, puis après une deuxième, puis après une troisième, ou c'est pas forcément cette logique-là? Et aussi, quid de, est-ce qu'on va me proposer, par exemple, si j'échappe à mon traitement à un moment donné, dans quelle situation vous allez proposer, par exemple, une nouvelle génération ou dans quelle situation vous allez peut-être orienter vers un essai clinique, puisque, comme tu le disais, il y a beaucoup de dynamique aussi de recherche avec des molécules qui arrivent. On ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, mais il y a plein de sous-catégories. Voilà. Donc, comment ça se passe, en fait, cette orientation éventuelle vers un essai clinique Alors, l'essai clinique, nous, c'est vrai qu'on a un grand éventail de molécules disponibles et que très souvent, on le propose aux patients. Et c'est quelque chose qui intéresse certaines personnes et puis qui ont l'impression qu'ils vont pouvoir avoir le nouveau médicament avant tout le monde. C'est vrai que c'est une façon de voir la recherche clinique. Et d'autres personnes qui sont plus inquiètes sur d'éventuels effets secondaires qui ne seraient pas encore connus et qui préfèrent être traitées avec le traitement standard. Après, le choix des TKI en séquence, c'est-à-dire première génération, puis deuxième en cas d'échappement et troisième, etc., c'est quelque chose qui se fait parfois, mais il faut reconnaître que les TKI de nouvelle génération améliorent très souvent l'efficacité, mais également la tolérance. Parce que le problème d'aller bloquer cette voie de signalisation qui est pathologique, c'est que de temps en temps, les récepteurs vont bloquer la voie de signalisation normale. Et je pense notamment à EGFR. Et donc, les premières générations qui bloquaient EGFR allaient bloquer les récepteurs au niveau digestif et au niveau cutané. Et donc, on avait une toxicité au niveau de la peau, des diarrhées, etc., qui sont nettement moins importants maintenant avec les TKI de troisième génération qui sont beaucoup plus spécifiques du récepteur muté et qui vont moins sur le récepteur qu'on appelle sauvage, c'est-à-dire normal, quoi. Donc, il y a des stratégies, effectivement, de séquence qui ont un énorme avantage qui est d'avoir toujours un médicament sous le coude en cas de progression, mais effectivement avec des problèmes de temps en temps de tolérance qui peuvent être un handicap et qui sont l'autre face de la médaille et qui fait que un grand nombre de cliniciens préfèrent exposer les patients au traitement de dernière génération en se disant que on a aussi le temps d'attendre la génération suivante et que le médicament va marcher assez longtemps. Merci. Alors, on vous propose de continuer votre présentation. On prendra d'autres questions après. Alors, effectivement, alors je continue avec la deuxième révolution qui est plus récente, mais qui a été là aussi tout aussi spectaculaire et peut-être touché même plus de patients, qui est l'arrivée de l'immunothérapie. Et vous savez que l'immunothérapie a été tellement spectaculaire que ça a donné lieu à un prix Nobel de médecine. Et c'est basé sur le concept d'immunoediting, c'est-à-dire ce qui ce qui se passe de façon naturelle dans l'organisme, parce que vous savez que si tout se passait normalement, eh bien, on n'aurait pas besoin de traitement anticancéreux et que notre système immunitaire détecterait les cellules tumorales lorsqu'elles apparaissent et ne les laisserait pas proliférer. Ce n'est pas aussi simple parce qu'il y a effectivement cette phase initiale d'élimination où le système immunitaire identifie très bien les cellules tumorales et les détruit, mais il y a une phase d'équilibre qui s'installe où finalement toutes les cellules n'ont pas été détruites. Il y a des cellules qui restent quiescentes, qui sont un petit peu des cellules dormantes et que le système immunitaire va essayer d'aller jusqu'au bout mais va se fatiguer. Et finalement, après un temps assez variable qui change d'une tumeur à l'autre ou d'un patient à l'autre, il y a cette phase d'échappement où le système immunitaire est complètement pris de court et la prolifération tumorale se fait en étant un tout petit peu freinée, mais pas suffisamment pour que la tumeur apparaisse. Et il y a un grand nombre de cellules qui s'agglutinent les unes aux autres et donc la tumeur finit par devenir cliniquement identifiable.
Et parmi les propriétés effectivement des cellules tumorales qu'on a fini par bien identifier, outre le caractère que je vous citais tout à l'heure de prolifération et de perte de ce pouvoir de mourir normalement spontanément, puisque vous savez qu'au bout d'un certain nombre de divisions cellulaires, théoriquement, eh bien, il y a une espèce de programme interne qui fait que c'est pour ça qu'on vieillit puis qu'on finit par mourir. Les cellules tumorales, elles, ont perdu ce programme-là et donc peuvent se multiplier indéfiniment sans mourir spontanément. Et dans les autres propriétés, il y a cet échappement au système immunitaire, la façon que les cellules ont trouvé de passer sous les radars et de ne pas être identifiées par les lymphocytes et donc pouvoir continuer à proliférer. Et donc c'est sur cette propriété-là particulière que les traitements d'immunothérapie se sont focalisés pour aller essayer d'enlever cette espèce de bouclier à la cellule tumorale. Alors on peut jouer à deux niveaux avec l'immunothérapie, en tout cas avec les molécules actuellement disponibles. Le premier niveau, c'est lorsque les cellules dendritiques ont identifié les antigènes de la tumeur et vont stimuler les lymphocytes. Vous savez, au niveau des ganglions, on a cette réserve de lymphocytes. Et lorsqu'il se passe quelque chose sous la peau, pour les plus anciens d'entre nous qui ont une scarification au BCG, vous avez peut-être des souvenirs, eh bien, les anticorps vont jusqu'au ganglion et font proliférer un clone de lymphocytes qui est spécifique de cet antigène. Et donc, les lymphocytes vont circuler dans l'organisme. Et puis, si un jour vous respirez la tuberculose, eh bien, hop, ils viennent attaquer directement parce qu'ils la reconnaissent. Et bien là, c'est pareil avec les antigènes cancéreux. Il y a des petits débris d'ADN ou de parois cellulaires dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont pris en charge par notre système immunitaire, qui s'auto-vaccine, et les lymphocytes vont circuler dans la circulation générale et puis revenir circuler dans l'environnement de la tumeur, reconnaître les petits débris pour lesquels ils ont été stimulés, et donc attaquer cette cellule tumorale. Et à ces deux niveaux, au niveau du ganglion et au niveau de la tumeur, eh bien, il y a des espèces de systèmes de freins, de rétrocontrôle qui empêchent que la réaction immunitaire s'emballe. Et donc, au bout d'un certain temps, eh bien, il y a une activation comme ça qui va calmer un petit peu à la fois la prolifération lymphocytaire, puis ensuite l'agressivité des lymphocytes. Et donc, on peut enlever le pied du frein à ces deux niveaux, augmenter la stimulation des lymphocytes et puis augmenter leur agressivité, leur efficacité quand ils arrivent à la tumeur. Parce que la tumeur, justement, je vous disais tout à l'heure, a trouvé ce moyen de calmer les lymphocytes et de passer à travers les mailles de la surveillance. Mais le problème, c'est que pour l'instant, eh bien, on va bloquer que deux points de contrôle, qui est PD1, PDL1, c'est le premier, L c'est pour le ligand et PD1 c'est le récepteur, et puis CTLA4 qui joue lui au niveau du ganglion. Et on sait qu'il existe de multiples points de contrôle, et ça va expliquer justement, si on en reparle tout à l'heure, la recherche clinique actuelle, qui va augmenter le nombre de molécules qui vont bloquer ces points de contrôle, parce qu'on sait que l'immunothérapie, effectivement, ça a été une révolution et que ça marche chez un grand nombre de patients et ça marche très longtemps surtout, mais ça ne marche pas chez tout le monde et ça ne marche pas pour toujours chez un nombre de patients qu'on n'arrive pas encore à identifier. Et donc, soit ça ne marche pas du tout, soit ça ne marche pas totalement. Et donc, il va falloir essayer d'optimiser ces traitements en développant d'autres molécules qui vont aller sur le même principe, bloquer ces freins qui continuent d'exister malgré le blocage PD1 et PDL1. Et donc la perspective dont vous avez peut-être entendu parler pour les patients qui ont échappé à cette immunothérapie, eh bien, c'est le développement d'un vaccin. La vaccination dans l'oncologie thoracique a été pendant très longtemps assez décevante. On avait essayé de vacciner contre des protéines qu'on retrouvait fréquemment dans les tumeurs. On avait essayé de vacciner contre des propres morceaux de la tumeur chez certains patients. Et techniquement, c'était relativement lourd. Et puis, le résultat était plutôt décevant dans un grand nombre de cas. Eh bien, vous avez peut-être vu passer, parce que ça a été quand même assez médiatisé, un vaccin qui va cibler une partie de la tumeur qui est la partie qui présente l'anticorps. Et donc, c'est pour les patients qui sont avec un groupe HLA-A2, eh bien, cette vaccination après l'immunothérapie, chez les patients qui ont été traités par immunothérapie, qui ont marché, qui ont bien répondu et qui, un jour,
échappent finalement à ce traitement, eh bien, on a des possibilités de rattrapage. Ça reste de l'immunothérapie parce que c'est toujours avec les lymphocytes et c'est toujours avec la réaction immunitaire. Mais cette fois, on va fournir à l'organisme le petit morceau qui va lui servir à identifier la cellule tumorale. Et donc, c'est un vaccin au même titre que antibactérien ou antiviral. On va stimuler les lymphocytes contre cette partie-là. Je m'arrête là encore pour quelques questions. Quelques questions, voilà, pour quelques questions sur l'immuno. Alors, tout d'abord, si par exemple j'ai eu de l'immunothérapie et que je fais une rechute après, est-ce qu'on peut envisager un re-challenge? Typiquement, j'ai eu un cancer localisé, j'ai eu de l'immuno en adjuvant, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer qu'après, en situation métastatique, on puisse réaccéder à de l'immuno? Est-ce que ça sera la même ou une autre? Ou pourquoi pas ce vaccin? Je ne sais pas. Eh bien, absolument. Alors, on peut rechallenger directement au moment de la rechute ou alors mettre entre les deux une séquence de chimiothérapie, par exemple, et rechallenger plus tard. Tout ça va être un peu guidé par différents paramètres. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'immunohistochimie où on identifie la paroi des cellules. Eh bien, on sait que plus le marquage PDL1 est élevé, plus la cellule tumorale va se servir de ce frein-là pour se protéger. Et donc, plus les traitements d'immunothérapie sont efficaces. Donc, chez quelqu'un qui a un marquage PDL1 élevé, on est très tenté de remettre de l'immunothérapie assez rapidement parce que les chances de succès sont plus élevées. Ce qui ne veut pas dire que chez les patients chez lesquels on ne retrouve pas ce marquage PDL1, l'immunothérapie ne marche pas, hein, pas du tout. Mais en tout cas, on sait que plus c'est exprimé, plus les chances de succès sont élevées, donc ça va nous guider un petit peu. Ce qui va nous guider également, c'est les résultats de la première fois où on a utilisé l'immunothérapie. Si on a eu un taux de succès très élevé, on est très tenté de réinstaurer le même traitement. On n'a pas d'argument pour dire il vaut mieux changer d'immuno, etc., utiliser plutôt un anti-PD1, un anti-PDL1, etc. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, si ça a marché une première fois, les chances de succès de la deuxième fois sont très élevées. Et puis, il y a bien sûr la tolérance. S'il y a eu des effets secondaires la première fois, on sera peut-être un petit peu plus timoré pour réinstaurer le traitement. Donc, tout ça, ce sont des paramètres qui sont pris en compte quand vos médecins vous disent on va discuter en RCP du choix du médicament, etc. Ben voilà tout ce qu'on discute et c'est pour ça que c'est important que votre médecin référent soit présent pour la discussion. Puis c'est important que d'autres médecins soient là avec un peu plus d'objectivité et qui donnent un petit peu des conseils et qui partagent un petit peu. Et donc ces décisions thérapeutiques sont complexes, hein. Et même la durée maintenant de l'immunothérapie est un petit peu discutée. Est-ce que vraiment il faut traiter jusqu'à échappement thérapeutique ou est-ce que quelques cures suffiraient, etc. On sait par exemple que des patients qui développent des effets secondaires sévères chez lesquels on est obligé d'arrêter l'immunothérapie, eh bien, un grand nombre d'entre eux ne rechutent pas de leur maladie et que leur système immunitaire finalement a redémarré grâce à l'immunothérapie et puis qu'ils n'ont plus besoin de nous, quoi. Merci beaucoup. Et concernant donc cette nouvelle stratégie plus donc de vaccination, là actuellement ce sont plutôt des essais thérapeutiques ou ça reste encore dans quelle phase on est par rapport aux traitements d'immunothérapie qui sont largement utilisés un peu partout en France? Alors j'en ai parlé aujourd'hui parce que ça a été largement médiatisé, mais c'est vrai qu'on est encore dans une phase particulièrement précoce puisqu'on a identifié un sous-groupe de patients qui semblent être les bons candidats pour ce vaccin. Et maintenant, il va falloir le confirmer dans un vaste essai de phase 3, c'est-à-dire en comparant les traitements actuels par rapport à ce vaccin pour être sûr vraiment que dans ce sous-groupe de patients-là, le bénéfice justifie d'utiliser le vaccin et que finalement les médicaments actuellement disponibles ne font pas aussi bien, quoi. Mais effectivement, ça a été très largement médiatisé. J'ai beaucoup de patients moi, qui m'en ont parlé peu de temps après. Et pourquoi moi, je n'ai pas le vaccin, etc. Donc pour l'instant, c'est trop précoce. Il n'est pas commercialisé, il est dans des essais. Et les essais ne sont même pas encore totalement finalisés pour être sûr de pouvoir identifier le bon patient. Et alors, il y a une question qui est, est-ce que parfois, avec ces immunothérapies, peuvent être associées à des chimiothérapies plus classiques, plus anciennes? Si oui, alors, puisqu'on a bien compris le mécanisme d'action de l'immuno, quel est l'intérêt, voilà, et dans quel cas, s'il vous plaît? Eh bien, c'est une excellente question. Au départ, on était plutôt craintif d'associer l'immunothérapie avec la chimiothérapie, parce que la chimiothérapie, je ne sais pas si tout le monde connaît le mécanisme, mais ça va taper dans les cellules qui sont en train de se diviser.
Et donc, ça va taper dans les cellules tumorales, mais également dans les globules blancs qui sont tous les jours en train de se diviser. Et donc, on se disait, si on met de la chimiothérapie et qu'on tue les globules blancs alors qu'on en a besoin pour l'immunothérapie, ça n'a pas de sens. C'était un peu contre-intuitif. Et on s'est rendu compte que, bien au contraire, en fait, la chimiothérapie va plutôt tuer des cellules qui sont immunosuppressives et plutôt favoriser la mort cellulaire tumorale qui, dans le petit schéma que je vous ai fait, va libérer des néo-antigènes qui va servir dans le cycle d'auto-vaccination. Et donc, c'est vraiment une stratégie qui est actuellement développée pour le plus grand nombre de patients parce que justement, elle permet de s'affranchir de ce niveau d'expression de PDL1 dont je parlais tout à l'heure. Et donc, tout un chacun peut, sous réserve de sa biologie moléculaire, mais être amené à être traité par chimiothérapie et immunothérapie, où on a l'impression que la chimiothérapie apporte le bénéfice dans les premiers temps, et l'immunothérapie permet de faire perdurer ce bénéfice et de le prolonger vraiment très loin dans la durée. Alors, formidable. On va donc poursuivre puisqu'il y a encore des innovations un peu différentes dont vous allez pouvoir nous parler avec les nouveaux anticorps. Effectivement, parce qu'on est maintenant dans la 3e révolution qui a l'air de s'annoncer tout aussi intéressante que les 2 dont je viens de vous parler et qui est liée à des nouveaux anticorps. Je vous ai montré un petit peu tout à l'heure la façon dont on pouvait attaquer les récepteurs. Eh bien, on peut même attaquer 2 voies de signalisation en même temps avec ces anticorps bispécifiques. Et vous voyez sur la partie gauche de la diapositive, parce qu'on sait par exemple que pour EGFR, quand on bloque cette voie de signalisation, la cellule va tenter d'échapper en activant la voie de MET. Eh bien, on a développé des anticorps bispécifiques qui vont aller bloquer ces 2 voies en même temps. Avec un seul médicament, eh bien, vous bloquez la voie principale et la voie alternative. Et donc, c'est des résultats qui nous ont été montrés il y a très peu de temps à Madrid au Congrès qui sont particulièrement séduisants. Et l'autre façon d'utiliser ces anticorps bispécifiques, c'est finalement d'aller aider le lymphocyte à identifier la cellule tumorale avec 2 parties du récepteur, une de l'anticorps, une qui va se fixer sur la cellule tumorale et l'autre sur le lymphocyte. Et donc, vous allez rapprocher les 2 cellules, enfin, la cellule tumorale et le lymphocyte. Et le lymphocyte, du coup, ne peut pas rater sa cible et donc va pouvoir traiter directement ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire aller détruire cette cellule cancéreuse. Et alors, on a identifié comme ça des récepteurs. Là, je vous ai fait figurer DLL3, qui est un récepteur qui est exprimé dans plus de la moitié des cancers à petites cellules, par exemple, et dont on sait que c'est une cible particulièrement intéressante parce qu'il est exprimé nulle part ailleurs. Et donc, vous ne risquez pas d'avoir de toxicité particulière sur d'autres organes. Donc ça, c'est les anticorps bispécifiques. On bloque 2 voies de signalisation ou on rapproche 2 cellules. Et puis, il y a les anticorps drogue conjugués qu'on connaissait bien dans le cancer du sein pour un certain nombre d'anomalies moléculaires et qui arrivent maintenant dans le cancer du poumon. Et cette fois, le concept est différent parce qu'on va utiliser cet anticorps que l'on va charger avec de la chimiothérapie en très petite quantité, mais l'anticorps va se fixer sur le récepteur, la cellule va le faire rentrer à l'intérieur comme si c'était une activation du récepteur classique, sauf qu'elle fait rentrer à l'intérieur ce qui va la tuer, puisqu'elle fait rentrer les petites doses de chimiothérapie. Et donc, non seulement elle va mourir parce qu'elle a internalisé ce récepteur plein de chimiothérapie, mais en plus, quand elle va mourir, elle va relarguer la chimiothérapie sur les cellules voisines. Et donc, on a une action directe sur la cellule tumorale, mais un petit peu d'effet secondaire qu'on recherche également sur les cellules de voisinage, qui sont aussi des cellules tumorales, donc une action vraiment extrêmement séduisante. Et donc, très peu de toxicité parce que les doses de chimiothérapie sont très faibles, mais elles vont directement à l'endroit qu'on veut traiter, puisque c'est là où il y a cette anomalie du récepteur, et donc ça se fixe sur ce récepteur et ça va directement dans la cellule. Et donc voilà un petit peu tout ce qui existe et tout ce qui s'annonce, avec, bien vous le savez, quand même le nerf de la guerre qui risque de coincer un petit peu à un moment. C'est le coût qu'on estime qui va représenter en 2026 une part importante du PIB dans les pays développés. Et donc il y aura certainement des arbitrages qui seront faits par les autorités de santé pour l'accès aux différents médicaments, mais ça c'est totalement un autre débat.
Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations. On voit donc une grande dynamique et donc merci à vous tous, hein, les médecins, les cliniciens chercheurs et les chercheurs qu'on rencontre pas forcément qui travaillent sur tous ces concepts et qui les font venir jusqu'aux patients. Et justement, Mika nous demandait un petit peu dans quel... pardon? Merci à tous les patients qui participent à la recherche clinique. Hein. Sans les patients qui sont d'accord de tester les nouveaux médicaments, la recherche n'est rien. Hein. C'est vrai, mais on voit que ce que tu décrivais dans ces démarches, c'est aussi des thérapeutiques de plus en plus ciblées avec en préoccupation l'efficacité, mais tu l'as précisé sur certaines thérapies ciblées, des nouvelles générations qui sont plutôt mieux tolérées parce qu'on réussit à cibler plutôt le récepteur tumoral plutôt que le récepteur typiquement de la peau ou de l'intestin. Donc, c'est d'ailleurs très important de faire remonter ces éléments d'information, effets indésirables, qualité de vie avec les traitements. Pour les anticorps conjugués, par exemple, qui sont effectivement un peu tout nouveaux, un peu à quelle échelle de temps? Aujourd'hui, ils sont donc plutôt dans des essais thérapeutiques. Dans quelle échelle de temps, par exemple, ils pourraient arriver pour augmenter votre arsenal thérapeutique dans les cancers du poumon? Alors pour les anticorps bispécifiques, je pense que ça va être très rapide parce que ce qui a été montré au Congrès européen là, répond à une attente pour un certain nombre de patients, notamment les insertions de l'exon 20 qui sont des anomalies très rares mais qui sont très difficiles à traiter. Et ces résultats là sont tellement séduisants que je pense qu'il va y avoir un accès rapide à la molécule. Pour d'autres, il va falloir consolider encore un petit peu les résultats. On n'a pas encore complètement identifié quelle était la catégorie de patients qui tiraient le plus de bénéfices. On sait par exemple que les tumeurs épidermoïdes tirent peu de bénéfices de certains anticorps avec les drogues conjuguées, peut-être parce qu'ils n'ont pas les bons récepteurs, etc. Mais pour l'instant, on est en train de continuer à chercher pour justement proposer le bon médicament au bon malade et ne pas exposer les gens, parce que même si c'est mieux toléré, il y a quand même des effets secondaires qui ne sont pas négligeables. Et donc, il ne faut pas exposer des gens si on n'a pas de bénéfice attendu et réserver le médicament aux patients chez qui on est quasi sûr que ça marche. Merci. Alors, on a beaucoup de questions ce soir. On va laisser la parole déjà au docteur Dory et puis on reviendra après, Bertrand, si tu es d'accord et que tu restes avec nous. Oui, sans problème. Je reste. Tu ne pars pas loin. Bonsoir, docteur Dory. Bonjour à tous et à toutes. Et je remercie l'association Patients en Réseau de m'avoir invité à faire cette présentation. Et je suis vraiment ravie et vraiment je félicite pour tout ce dynamisme. Et c'est vrai que notre objectif, c'est de travailler en coopération avec, on les appelle les patients experts, les patients partenaires. C'est vrai que vraiment, c'est important pour nous d'avoir ce retour aussi, de connaître vos besoins pour avancer et puis pour mieux vous accompagner. Merci beaucoup. Et donc, nous, on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que les pharmaciens hospitaliers sont finalement pas forcément des interlocuteurs qu'on connaît très bien avant de mettre les pieds à l'hôpital et peut-être de descendre dans vos pharmacies hospitalières. Donc, vous allez nous expliquer votre rôle essentiel. Et puis, on en a parlé beaucoup des innovations thérapeutiques, mais il y a aussi comment on accompagne ces traitements, parce qu'ils ne sont pas que simples. Il y a aussi des effets indésirables et plein de choses à voir et voir des interactions avec d'autres traitements. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce soir et on vous laisse donc faire votre présentation pour le moment. Très bien. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer. Et je vais donc vous parler ce soir tout d'abord des entretiens pharmaceutiques qui ont lieu en milieu hospitalier lors de lors du démarrage, qui s'appelle les primo-prescriptions. Ensuite, de l'immunothérapie, des quelques effets indésirables et des recommandations pour mieux les prendre en charge. Et aussi du suivi ville-hôpital et de cet article 51 qui est un accompagnement pour les patients en ambulatoire. Donc, la primo-prescription, elle intervient dans le parcours patient lorsque un patient a un potentiel diagnostic d'un cancer, soit bronchique ou un autre. Donc là, c'est un exemple de parcours, mais qui en fait est repris dans l'essentiel de nos hôpitaux, qu'ils soient privés ou publics.
avec une première consultation médicale et un bilan d'extension qui est réalisé avec des programmations d'examens qui peuvent se faire en ambulatoire ou en milieu hospitalier. Et dans certaines structures, il y a une nouvelle profession qui s'appelle l'IPA, l'infirmière de pratique avancée, qui rencontre aussi les patients et qui peut réaliser des renouvellements de prescriptions ou de prescriptions de bilan pour accompagner les patients dans ces pathologies. Donc elles ont une formation spécifique dans le cancer pour les IPA qui font la prise en charge de patients atteints de cancer. Et il peut y avoir des IPA en néphrologie, en pneumologie pour les maladies rares. Voilà, donc elles ont une formation après qui est dédiée à chaque pathologie. Donc ça, c'est un métier qui est tout récent et qui complète en fait aussi le rôle des infirmières de coordination, qui sont les infirmières aussi avec lesquelles on travaille dans les hôpitaux de jour. Et donc, une fois que le bilan du patient a été réalisé et qu'on a tous les éléments pour être présenté en RCP, là, donc ce dont Bertrand Ménessier vous parlait tout à l'heure, cette réunion de concertation pluridisciplinaire où l'historique du patient va être présenté, les comorbidités, effectivement toutes les mutations. Et donc cette réunion est pluridisciplinaire dans le sens où il y a plusieurs professions qui participent, et il y a aussi les attachés de recherche clinique justement pour favoriser les inclusions des patients dans les essais cliniques, et donc aussi les pharmaciens. Et donc c'est à cette réunion que l'on va proposer la thérapeutique qui est le plus adaptée à chaque patient, voire effectivement à une inclusion dans un essai clinique. Donc ensuite, le médecin qui prend en charge le patient va pouvoir s'appuyer sur cette RCP pour proposer le traitement au patient. Et ensuite, alors cela, je vous donne l'exemple lorsque un traitement intraveineux et nécessite une prise en charge dans un hôpital de jour, mais la démarche est la même lorsqu'il s'agit d'une thérapie orale où il y a juste une consultation et pas de passage en hôpital de jour avec une injection intraveineuse. Et dans ce cas, alors dans beaucoup d'hôpitaux français maintenant, se sont développés ces entretiens de primo-prescription avec un pharmacien hospitalier pour justement reprendre les éléments qui ont été vus avec le médecin sur la thérapeutique. Et donc, je vous parlerai tout à l'heure plus précisément en quoi il consiste. Il y a aussi des infirmières de consultation d'annonce qui vont aussi pouvoir reprendre les éléments qui ont été vus avec le médecin et vous proposer aussi une prise en charge avec la diététicienne, la psychologue. Parfois, il y a des structures où effectivement, il y a des programmes de TP, où il y a aussi des socio-esthéticiennes. Enfin, toute une prise en charge pluridisciplinaire autour du patient. Et lorsqu'il y a une thérapeutique intraveineuse qui est nécessaire, à ce moment-là, ont lieu les injections en fonction du protocole et qui nécessitent des réadministrations régulières jusqu'au bilan de réévaluation, qui est en général scanographique et qui permet de s'assurer que le traitement est efficace et qui permet de poursuivre les injections ou l'administration thérapeutique. Donc cet entretien pharmaceutique de primo-prescription, la primo parce que c'est le premier qui se fait à l'initiation du traitement, il se fait aussi en collaboration avec le pharmacien d'officine, puisqu'en fait je vais solliciter les pharmaciens d'officine chez lesquels vont les patients, parce que souvent les patients ont une pharmacie d'officine de choix, surtout ceux qui ont des traitements chroniques qu'ils vont chercher tous les mois, et pour faire ce qu'on appelle le recueil le bilan médicamenteux, c'est-à-dire de compiler tous les traitements chroniques que le patient prend actuellement. Et donc, je demande aussi au patient de me dire s'il y a d'autres médecines complémentaires qu'il souhaite ou qu'il est en train de prendre, ou de la phytothérapie ou de l'homéopathie, afin de rechercher d'éventuelles potentielles interactions médicamenteuses qui pourraient soit diminuer l'efficacité du traitement, soit augmenter la toxicité. Donc ça, c'est vraiment un temps d'échange par rapport à aussi ce que le patient souhaite faire et éventuellement de révision thérapeutique pour, justement, c'est l'occasion de faire le point s'il y a des traitements qui sont peut-être plus nécessaires ou au contraire des traitements qui permettraient de prendre en charge les effets indésirables du traitement anticancéreux. Donc on reprend effectivement là les informations par rapport à ces traitements de soins, ce qu'on appelle soins de support, justement, qui permettent de mieux gérer les effets indésirables des anticancéreux. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'entretien pharmaceutique ciblé, justement, avec aussi la gestion des effets indésirables, vraiment de façon pratique. Donc, on a des fiches pratiques par médicament
qui permettent aussi de donner un document, un support écrit pour que lorsque le patient revient à son domicile, il puisse avoir toujours cette aide en fait pour l'aider pour la gestion de ces effets indésirables, parce que certains peuvent être gérés simplement avec des crèmes et d'autres nécessitent des traitements par voie orale. Et donc à chaque fois, on peut lui expliquer qu'est-ce qu'il peut gérer seul et puis dans quelles conditions, quelle situation plutôt, ça nécessite de recontacter l'équipe qui le prend en charge pour traiter cet effet indésirable. Donc, pour l'immunothérapie, dont vous a parlé Bertrand Ménessier, donc cette classe pharmacologique, elle active, comme il vous a expliqué, le système immunitaire, et parfois même trop efficace, et elle va trop activer ce système immunitaire qui peut justement toucher n'importe quel organe, et c'est ce qu'on appelle les effets indésirables de type auto-immun, puisqu'en fait, ça ressemble à des pathologies auto-immunes lorsque le système immunitaire est trop activé. Et donc, ça peut toucher n'importe quel organe, même si, en termes de fréquence, on a des organes qui sont plus fréquemment retrouvés lorsque on a ces effets indésirables, qui sont majoritairement, on va dire plutôt en début de traitement, dans les 3 premiers mois, mais on a pu observer, même après l'arrêt de l'immunothérapie, un effet indésirable qui était lié à cette immunothérapie. Donc, en termes de fréquence, c'est vrai que la thyroïde est un organe qui est souvent touché, mais franchement, où ça ne nécessite pas l'arrêt de l'immunothérapie. On va pouvoir donner des hormones thyroïdiennes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de la pratique courante, cette gestion. Mais ça peut toucher à d'autres organes après, comme le côlon, la peau. Et je dirais que le point d'attention qu'on insiste auprès des patients, c'est s'il y a un effet indésirable sur le poumon, le nerf ou le cœur, de le signe. Donc on lui explique comment détecter les signes pour nous avertir le plus précocement, puisque la prise en charge est tout à fait courante, mais nécessite d'être rapidement prise en charge, on va dire, dans les 24-48 heures lorsque c'est plus grave. Et donc, cette prise en charge, ça va être des immunosuppresseurs justement pour diminuer cette réaction immunitaire. Et donc, l'immunosuppresseur, on va dire, courant large spectre, ça va être les corticoïdes qui vont être administrés à dose plus ou moins forte en fonction de l'importance de l'effet indésirable. Et puis dans certains cas, si l'effet indésirable a été résolu par les corticoïdes, on va pouvoir reprendre l'immunothérapie à résolution des symptômes. La difficulté, c'est lorsque maintenant, on a vu tout à l'heure que la question que vous aviez posée, qu'on peut associer maintenant l'immunothérapie à des chimiothérapies, voire à des immunothérapies dans certains cancers. Et c'est quand cela provoque des diarrhées, c'est vrai que parfois, ce n'est pas évident de faire la part des choses. Donc, quel traitement a favorisé cette diarrhée ou cet effet indésirable? Alors, nous, on utilise un document un peu plus synthétique pour faire l'accompagnement des patients. Donc là, je vous l'ai mis en écran. En fait, on a choisi les effets indésirables, on va dire, les plus fréquents et pour lesquels on souhaitait que le patient soit gère seul, puisque ce qu'on appelle les grades 1, c'est les grades qui sont les moins graves, soit les grades 2 qui sont un petit peu plus graves et qui nécessitent une prise en charge les 48 heures, ou le grade 3 où on demande au patient d'aller appeler le SAMU ou de se rendre aux urgences. Et effectivement, pour chaque symptôme, que ce soit ici digestif, cutané, neurologique, on va proposer une prise en charge avec des traitements symptomatiques, d'un antidiarrhéique, le loperamide, d'une hydratation, des antihistaminiques. Et dans les grades les plus élevés, ce sera effectivement souvent des corticoïdes qui seront proposés, mais qui nécessitent effectivement un avis de l'oncologue ou du service support. Et donc, on a aussi là d'autres traitements comme la fatigue, les douleurs articulaires, les symptômes respiratoires ou d'autres symptômes que l'on souhaite aborder pour que le patient puisse se préparer et en tout cas les reconnaître du mieux possible. Et puis, il y a d'autres supports aussi, parce que ça, c'est effectivement un support interne aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, mais il y a d'autres équipes, et notamment la Société française d'immunothérapie du cancer, qui présente aussi des supports pour gérer les toxicités de l'immunothérapie et qui vous propose des petits films et des flyers qui sont aussi très bien faits sur la gestion de ces toxicités. Et donc ces toxicités, elles sont aussi, l'objectif c'est de mieux les prendre en charge, et c'est donc ce suivi qui a été mis en place dans le cadre d'un article 51 qui s'appelle Aquadome Picto,
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement thérapeutique pour les patients qui sont sous thérapie orale anticancéreuse et immunothérapie qui se déroule dans le Grand Est avec 16 établissements qui se sont engagés dans cette démarche. Donc, vous voyez, il y a le CHU de Strasbourg, Colmar, Licence, Roda, groupe hospitalier de Mulhouse, Lunéville, Épinal, Nancy, la clinique de Gentilly, Bar-le-Duc, Troyes, l'hôpital de Reims, l'Institut Godino, Verdun, Metz-Thionville et encore l'hôpital privé de Metz et l'hôpital de Nord-Ardennes. Et donc, cette expérimentation, l'objectif, comme je vous disais, c'est d'accompagner du mieux possible les patients en ambulatoire, tous ceux qui ont une thérapie ciblée ou une immunothérapie. Et donc, Oriane va pouvoir lancer une vidéo de présentation. Et donc, c'est financé par l'ARS. Et donc, c'est pour démontrer en fait l'intérêt de ce dispositif afin que dans le futur, une prise en charge par la sécurité sociale soit possible. Et donc, elle vise à démontrer l'intérêt de ce suivi, d'abord dans le Grand Est, et puis on espère dans le futur au niveau national. Menée dans une quinzaine d'établissements du Grand Est. Expérimentation menée dans une quinzaine d'établissements du Grand Est. Elle réinvente les modèles d'organisation et de financement des prises en charge des patients atteints de cancer, traités à domicile, par voie orale ou immunothérapie. Cette organisation ville-hôpital décloisonnée a pour but d'améliorer l'accompagnement thérapeutique du patient. L'oncologue propose au patient, selon ses besoins et son degré d'autonomie, l'un des deux parcours d'accompagnement. Le parcours Picto se fait en coordination avec l'équipe hospitalière et le pharmacien de ville identifié par le patient. Il s'appuie sur des séances individuelles d'accompagnement réalisées par le pharmacien d'officine. 4 séances individuelles d'accompagnement sont programmées sur les 3 premiers mois de la mise en place du traitement. Le pharmacien d'officine a pour mission de développer l'autonomie du patient dans la gestion de son traitement. Le pharmacien d'officine dispose d'une formation en ligne pour approfondir ses connaissances sur la conduite d'entretien d'accompagnement thérapeutique et les traitements anticancéreux oraux, ainsi qu'une mallette pédagogique contenant l'ensemble des outils pour la réalisation des séances. Le parcours Aquadome se fait en coordination avec l'équipe hospitalière et l'infirmier libéral identifié par le patient. Cette coordination sera mise en place par l'infirmière d'appui de Continuum Plus. L'infirmier libéral effectuera 8 à 9 visites au domicile du patient les premières semaines du traitement et réalisera un examen clinique infirmier pour s'assurer du bon déroulement de la prise en charge. Spécifiquement formé, l'infirmier libéral sera en mesure de répondre aux questions du patient, lui permettant de gagner en autonomie. Continuum Plus met à disposition une plateforme numérique offrant aux professionnels de santé hospitaliers et de ville une vision synthétique du suivi clinique et pharmaceutique de leurs patients. Elle leur permet d'échanger et de partager des documents. Sécurisée, elle dispose d'un système de pharmacovigilance intégré permettant la remontée des événements indésirables aux centres régionaux de pharmacovigilance. Cette expérimentation présente plusieurs bénéfices pour les patients. Elle présente également des bénéfices pour les établissements de santé. Et également pour les professionnels de santé de ville pour la prise en charge de leurs patients. Le modèle de financement par forfait proposé par l'expérimentation Aquadome Picto permet de rémunérer les temps consacrés à la coordination et au suivi. Aquadome Picto a été validé au titre de l'article 51 en juillet 2021 pour une durée de 3 ans. L'expérimentation présentée fera l'objet d'une évaluation nationale avant d'envisager un déploiement en France. Voilà, et donc dans le cadre de cette expérimentation, les entretiens qui sont réalisés de primo-prescription sont enregistrés sous forme de compte rendu. Donc ces comptes rendus
sont intégrés dans cette plateforme Continuum, en fait, qui permet des échanges avec tous les professionnels de santé qui gravitent autour du patient. Et donc cette plateforme en fait permet de mieux coordonner et de mieux partager les informations et le recueil des effets indésirables entre les différents professionnels de ville et de l'hôpital. Voilà, je vous remercie et je suis à l'écoute pour les questions. N'hésitez pas donc à poser vos questions autour du parcours, notamment pharmaceutique, dans l'onglet dédié. Et alors, une question de Mika. Est-ce que dans l'entretien pharmaceutique que vous faites, vous échangez avec les patients sur les interactions médicamenteuses, notamment avec tout ce qui est phytothérapie et compléments alimentaires? Parce que c'est vrai que parfois, on se dit, bah, tiens, j'ai entendu parler de ça, ou à la boutique bio, ou dans tel article, ou on m'a dit que. On ne sait pas toujours que certaines thérapies ciblées ou certaines immunos, voilà, ça peut avoir... donc, il y a à la fois les traitements qu'on peut avoir en ville, mais peut-être parfois même ne serait-ce que des aliments ou des choses qui nous paraissent parfois anodines. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous explorez systématiquement? Ah oui, systématiquement, parce qu'effectivement, surtout avec les thérapies orales où il peut y avoir des interactions avec la phytothérapie ou avec même l'alimentation, comme le pamplemousse, hein, c'est celui qui est le plus connu. Alors que c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'interaction avec l'immunothérapie, mais il y a quand même des études qui montrent qu'avec certaines classes pharmacologiques, on peut aussi retrouver des interactions. Donc ça, c'est en train de sortir, mais je dirais que vraiment avec les thérapies orales, c'est vraiment systématique de faire le tour de toute l'automédication, des médecines complémentaires que les patients veulent prendre ou sont en train de prendre pour vraiment faire le point et être sûr qu'il n'y a pas d'interaction dans un sens ou dans l'autre. Merci. Alors, on a une question sur le coût. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Donc, c'est Martine qui nous demande, il doit y avoir un coût élevé. On est bien d'accord que tout ça est pris en charge et qu'il n'y a pas de coût de la part des patients qui sont dans le programme Aquadome. Voilà, dans le programme Aquadome Picto, effectivement, toutes les consultations qui sont faites en plus, hein, donc c'est-à-dire l'infirmière qui vient au domicile ou alors les consultations qui sont faites par le pharmacien d'officine. Donc les professionnels sont rémunérés par justement cet article 51, c'est-à-dire la caisse d'assurance maladie. Et donc le patient n'a rien à débourser pour ces consultations supplémentaires. Alors juste pour compléter sur ce thème, en fait, donc bien sûr là ce soir on a des personnes qui sont un peu partout en France et dans de nombreux établissements qui peuvent être très très différents avec des propositions variées. Il y a deux grands articles 51 autour de l'accompagnement des thérapies orales notamment. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous entendu parler de Oncolink. Et puis donc en fonction des établissements, il y a aussi parfois des propositions d'applications de télésurveillance. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'idée, c'est que les outils numériques aujourd'hui peuvent aider, accompagner les patients et les professionnels, donc faciliter un lien. On fait une différence entre guillemets juste une appli qui est donnée aux patients et qui va renseigner l'équipe hospitalière. Et c'est cette notion de parcours, comme l'a décrit là le docteur Andori, où l'idée c'est aussi d'avoir les professionnels de la ville à qui on va donner les éléments d'information et de suivi pour accompagner le patient en proximité, donc soit avec son pharmacien d'officine avec Picto, ou avec l'aide de l'infirmier de proximité. C'est notamment très important pour les personnes qui peuvent être, par exemple, plus âgées, plus isolées ou qui ont plusieurs pathologies, qui ont beaucoup de traitements, qui peuvent se sentir un peu perdus. L'idée, c'est vraiment d'évaluer l'importance. Alors ça, on en est absolument convaincus, nous, avec Patients en Réseau, que d'ailleurs, vous avez peut-être vu des articles passer sur la télésurveillance, hein, il y a entre guillemets déjà des études qui font la preuve que accompagner un patient, bien suivre ce qui lui arrive, évaluer tôt ses effets indésirables et les prendre en charge rapidement, ça vaut comme une ligne de traitement en plus. C'est des mois de vie gagnés parce que on va mieux vivre avec le traitement. Et l'idée, c'est que ce type de démarche puisse concrètement se mettre en place
et que ça facilite aussi à la fois le suivi et la qualité de vie des patients, mais aussi le travail des professionnels, le partage d'informations de façon sécurisée, et que ce ne soit pas des mails ou des SMS qui partent un peu, j'allais dire gentiment, mais pas toujours de façon suffisamment cadrée et surtout utilisée. Et ce qu'on voulait souligner avec la présence d'Anne-Doris ce soir, c'est ce qu'on appelle finalement toutes ces molécules, elles sont très récentes et on apprend à les découvrir parce qu'entre les effets qu'on peut observer dans les essais cliniques qui s'adressent à un tout petit nombre de patients et quand la molécule va être utilisée beaucoup plus largement auprès de patients avec des profils différents, généralement on observe des choses qui sont utiles pour un bon usage du médicament. Et pour faciliter tout ça, voilà, le retour des données des patients, comment ça se passe dans la vraie vie, ce qu'on appelle les données de vie réelle, c'est extrêmement important et précieux, notamment pour ces thérapies orales. Voilà, alors Oriane, du coup, j'ai un peu trop parlé, peut-être que tu as vu passer d'autres questions. J'avais des questions, alors on est quand même dans le cadre aussi de novembre, mois sans tabac. Et donc, il y a quelques questions qui sont apparues sur le tabac. Alors, peut-être, Bertrand, si tu peux revenir, passer ta tête, les répondre tous les deux, parce que c'est aussi une prise en charge pharmaceutique. Alors, il y avait une première question au tout début, quand tu as présenté l'épidémiologie, quelqu'un qui est vraisemblablement été atteint d'un cancer qui était non-fumeur, mais qui avait subi un tabagisme passif, et qui demandait si on connaissait le risque d'avoir un cancer quand on est soumis à exposer un tabagisme passif. Aussi, donc première question. Deuxième question, quel est le bénéfice d'arrêter de fumer quand on est malade et quid du vapotage? Alors, 3 questions finalement. 3 questions. La première sur le tabagisme passif, oui, on connaît le risque. On sait que ça augmente le risque. Alors, le risque, vous savez qu'il n'est pas nul, même quand on n'est pas fumeur. Hein. C'est pour ça qu'il y a ces cancers chez les non-fumeurs. Et on pense que ça augmente le risque de 2 à 2,5 fois. Hein. Ça n'a rien à voir avec les fumeurs actifs, hein, où le risque a augmenté entre 25 et 27 fois. Mais ça a quand même généré les interdictions de fumer dans les lieux publics, c'était surtout pour les professionnels qui étaient exposés dans les boîtes de nuit, dans les bars, etc., où eux, ils respiraient du tabagisme de seconde main, mais toute la journée, quoi. Mais le tabagisme passif, oui, effectivement, à domicile, alors ça dépend de la quantité fumée, le volume de la pièce, etc. Enfin, il y a plein de paramètres, donc le risque n'est pas le même chez tout le monde. La deuxième question, c'est est-ce que c'est important de s'arrêter de fumer, quel que soit le stade de sa maladie, au moment où on est diagnostiqué? Absolument. Parce que le tabagisme, notamment avec la nicotine, induit un certain nombre d'activations de voies, notamment la néoangiogénèse, c'est-à-dire la capacité que la tumeur a à faire venir à elle du sang, enfin des nouveaux vaisseaux qui vont lui apporter du sucre et puis de l'oxygène, donc l'aider à proliférer. Et donc plus on va fumer, plus on va stimuler cette néoangiogénèse, donc il faut essayer de s'arrêter. Et il y a un bénéfice, quel que soit le stade, à la fois sur le plan respiratoire, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan de l'élimination des médicaments. Et on sait, notamment avec certains TKI, comme l'erlotinib qui marchait sur le GFR, que les fumeurs répondaient beaucoup moins bien parce qu'ils éliminaient très vite ce médicament à cause du tabagisme qui induisait le métabolisme. Donc, si vous avez la possibilité d'arrêter de fumer, si vous vous faites accompagner et si vous y arrivez, c'est beaucoup mieux. Alors, bien sûr, on sait que ce n'est pas facile, hein, il ne faut pas culpabiliser si vous n'y arrivez pas, mais ayez à l'esprit que si c'est possible pour vous, essayez de le faire. Et c'est pas maintenant que j'ai le cancer, c'est trop tard, etc. Pas du tout. Et en plus, ça aide aussi à reprendre un petit peu la main sur sa destinée. Et donc, c'est quelque chose de très bien. Si vous y arrivez, essayez d'arrêter de fumer. Et la troisième chose, c'est le vapotage. On n'a pas encore toutes les données parce qu'on n'a pas le recul suffisant, mais il y a fort à parier que même si le risque n'est pas nul, il est quand même très inférieur à celui de la cigarette dite normale ou la tueuse, enfin ça dépend comment les gens l'appellent, mais en tout cas, c'est celle qui contient les goudrons, celle qui contient toutes ces substances qui sont rajoutées, il y a de l'arsenic dedans, enfin c'est incroyable tout ce qu'on trouve dans une cigarette. Hein. Donc le vapotage, c'est probablement pas complètement anodin, mais c'est probablement beaucoup moins grave, enfin moins délétère que la cigarette standard.
Oui, puis on a effectivement beaucoup de solutions pour vous accompagner si vous avez décidé de vous arrêter ou pour qu'on vous aide à vous arrêter. Bon, alors effectivement, il y a les substituts nicotiniques et puis on a aussi dans notre équipe des personnes qui sont formées à l'hypnose dans le sevrage tabagique qui peuvent aussi vous accompagner avec ce type de thérapeutique. Donc voilà, et puis c'est pas parce que vous avez essayé une fois que vous avez refumé que vous ne pourrez pas réessayer une autre fois. Je veux dire, voilà, on est là vraiment aussi pour vous aider dans cette démarche-là. Merci beaucoup. Alors moi, je voulais aussi citer une initiative qu'on avait développée, qu'on a lancée il y a 1 an et d'ici quelques jours ou peut-être quelques semaines, on va faire encore une version améliorée. Anne, vous avez parlé donc du site de la FITC, donc cette société savante dédiée à l'immunothérapie, et on peut y retrouver d'ailleurs cette proposition qui est un serious game qui s'appelle Mon Immuno Poumon. En fait, l'intérêt, alors il s'adresse surtout aux patients qui sont au tout début de leur immuno, peut-être aussi à leurs proches pour mieux comprendre un peu comment ça se passe. C'est donc une sorte de jeu. On va arriver dans une petite ville et là, on va pouvoir soit aller à l'hôpital avec le hall d'accueil, l'hôpital de jour, les bureaux de consultation, mais aussi le pôle santé où on va retrouver les soignants de proximité, ou à la maison. Et à travers différentes activités, on va retrouver des éléments clés pour mieux comprendre les différences entre l'immuno et la chimio, comment repérer les effets indésirables, etc. Et ça participe aussi à se repérer, à préparer ses consultations. Et c'est un petit peu, on va dire, c'est une première case un peu complémentaire de tout ce que vous pouvez proposer avec la primo-proscription et les ETP. Donc, je vais vous remettre dans le chat le petit dossier où vous retrouverez les infos et le petit tuto et les éléments si vous êtes intéressé pour explorer ce jeu éducatif. Voilà. Tu les remets alors? Je l'ai mis dans le chat, le lien, si ça peut vous intéresser les uns ou les autres. Voilà. Alors, on refait un tour des... Alors, est-ce que l'immunothérapie passe la barrière hémato-encéphalique? Oui, effectivement, c'est une excellente question. À partir du moment où on utilise des anticorps, ce sont des molécules d'une taille plus ou moins grosse, et la barrière hémato-encéphalique, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est cette espèce d'enveloppe, c'est les méninges, qui protège le cerveau pour en faire un site sanctuaire, quand on s'empoisonne, que le cerveau ne soit pas concerné directement. Et donc, ça peut être un frein pour le passage de certains médicaments. Et dans les nouvelles générations dont on parlait pour les TKI, eh bien, de plus en plus, ces TKI passent la barrière hématoménagée et donc protège le cerveau. On avait des doutes sur les anticorps parce que c'est des molécules plus volumineuses, mais ces anticorps passent également et donnent des réponses. Alors, a fortiori, s'il y a déjà des lésions encéphaliques, parce que cette barrière a donc une effraction, mais ça protège quand même le cerveau, même s'il n'y a pas encore de lésions, etc. Ce qui est un petit peu différent en revanche, c'est leur efficacité, même si elle passe, parce que les globules blancs, l'environnement au niveau du cerveau n'est pas forcément le même au niveau immunitaire, donc de temps en temps l'efficacité est un petit peu différente. Mais on a des excellentes réponses, des réponses complètes au niveau cérébral chez des patients qui sont sous immunothérapie. Donc, merci beaucoup pour ces explications. Alors, je ne vois pas la question que tu me proposes de poser, Oriane, donc je te propose de la poser toi-même. Que tu avais mis, nous posons la question. Alors, on a une question monsieur, je sais pas, de Zetoun. Est-ce inévitable l'échappement sous thérapie ciblée? À l'heure actuelle, malheureusement, oui. On a des réponses très prolongées, mais pour l'instant, on n'arrive pas encore à dire à nos patients qu'on les guérit parce qu'il y a toujours cet échappement thérapeutique. C'est pour ça qu'on est obligé de continuer à surveiller, même si on peut surveiller de façon de plus en plus lâche, parce qu'on sait que ces nouvelles molécules sont efficaces de plus en plus longtemps, mais on ne sait pas à quel moment ça va échapper, ni sous quelle forme. Donc c'est pour ça qu'on continue à faire des scanners, etc. On peut s'aider des solutions d'accompagnement
pour gérer les effets secondaires, etc. Mais les consultations pour bilan de réévaluation, celles-là sont toujours indispensables. On ne peut malheureusement pas à ce jour dire à nos patients, vous prenez ce médicament tous les jours et puis vous êtes tranquille, il ne se passera jamais rien. Peut-être que ça viendra avec les générations futures de ces médicaments, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé encore la façon de bloquer définitivement la voie de signalisation pour que la cellule ne s'en remette pas, quoi. Merci. J'en ai profité pour mettre les liens des prochaines webconférences. Oui, on arrive un peu au terme de notre timing. Alors, juste sur la question de l'immuno par rapport aussi à ces notions d'échappement ou de potentielle guérison, puisqu'on a des personnes qui ont effectivement arrêté leur traitement et semblent très bien se porter depuis longtemps, et on leur souhaite que ça continue vraiment très très longtemps. Est-ce que voilà, il y a différentes situations sur ces questions d'échappement et donc de potentielle guérison? Oui, alors pour l'instant, c'est des pistes et c'est des analyses de sous-groupes ou des analyses rétrospectives où on va essayer d'identifier chez les patients qui ont vécu très très longtemps et pour lesquels on pense qu'ils sont guéris, on va essayer d'aller identifier des caractéristiques qui seraient communes. On va jusqu'à même analyser le microbiote intestinal pour vérifier ce qu'il y a comme bactéries dans l'intestin, etc., dont on sait que c'est un élément important. Anne en a parlé, il y a des médicaments aussi qui sont importants, même avec l'immunothérapie, comme les inhibiteurs de pompe à protons, les antiacides, etc., qui peuvent modifier aussi, les antibiotiques qui peuvent modifier le microbiote. Donc on est en train d'essayer d'identifier comme ça les happy few, les gens qui sont guéris sous immunothérapie. Mais pour l'instant, tant que ce n'est pas possible, peut-être l'intelligence artificielle nous aidera un jour. Mais à l'heure actuelle, on est obligé de surveiller tout le monde de la même façon. Et puis effectivement, quand on arrive au terme de 2 ans de traitement, c'était un petit peu le design des essais cliniques au départ. Et puis on sait qu'il y a des gens qui, au bout des 2 ans, on peut arrêter tranquillement et il ne se passe rien. Et puis d'autres qui sont inquiets du fait qu'on arrête. Ils nous disent, moi je supporte très bien, la maladie elle est sous contrôle, je ne vois pas pourquoi on arrêterait. Alors on respecte aussi ça. Et donc, c'est encore une fois de la discussion avec nos patients on essaye d'informer le plus possible. Anne vous a dit, on peut avoir des toxicités très tardives, des gens qui ont été traités pendant des années, ça se passait super bien, puis il y a un effet secondaire qui finit par arriver. Donc, on a aussi cette crainte-là dans le fait de ne pas pouvoir, de ne pas prolonger inutilement. Et donc, c'est vraiment de la discussion avec nos patients en RCP. Et puis, c'est encore une fois personnalisé parce que je pense qu'il n'y a pas de règle qui soit applicable à tout le monde. On vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Donc, pour rappel, le replay sera disponible dans quelques jours avec donc toutes vos slides, toutes vos explications à la fois sur Mon Réseau Cancer du Poumon, sur YouTube, et on fait aussi des posts sur les réseaux sociaux. Donc, où que vous soyez, vous devriez pouvoir le retrouver. Donc, Oriane vous a mis aussi nos prochains rendez-vous de webconférences sur des thématiques variées, et notamment mercredi. Je vous invite vraiment à venir tous et en parler très largement autour de vous, puisqu'on va parler du futur dépistage de cancer du poumon, des expérimentations donc pour le mettre en place, qui se développent un peu partout en France. Donc, il faut qu'on en parle autour de nous. Ces expérimentations, elles vont s'adresser aux personnes qui sont actuellement fumeuses ou anciennes fumeuses assez fortement. Mais ça peut changer la donne. Le cancer du poumon, c'est comme tous les autres cancers. Si on le trouve plus tôt, on a plus de chances de pouvoir l'enlever et le guérir. Donc, c'est un véritable challenge qui nous attend tous pour changer radicalement les choses autour de cette maladie. Voilà, et vous avez les autres rendez-vous avec notamment aussi une thématique autour des cancers du poumon localisés, chirurgie et traitement adjuvant, et une autre sur une thématique assez taboue dans le cancer du poumon, c'est-à-dire la sexualité. Donc, Colette, que vous commencez à connaître maintenant, qui est donc très dynamique sur ce sujet et co-responsable de Mon Réseau Cancer Colorectal, présentera les résultats de notre enquête, et on aura un super sexologue qui nous donnera aussi des tuyaux pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à venir et parler autour de vous de ces rendez-vous. Très bonne soirée et surtout merci à vous deux pour vos interventions. Alors, merci beaucoup. Vous avez énormément de messages de remerciements. Docteur Dory, vous aviez même un message personnel au moment de votre présentation. Donc, merci pour votre engagement. Merci aussi de répondre à chaque fois positivement quand on vous les sollicite. Et alors, nous, on aimerait solliciter aussi les auditeurs. Vous allez recevoir un questionnaire à l'issue de cette webconférence.
S'il vous plaît, remplissez-le, ça nous donne plein de pistes pour les sujets futurs et puis aussi des pistes d'amélioration ou des encouragements sur ce que vous avez bien aimé. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et puis merci encore au docteur Doré, au docteur Ménessier. À bientôt.